Très bon samedi à tous, vous êtes bien installés, alors on y va pour notre sommaire d'aujourd'hui. Une grenade peut contenir jusqu'à 400 petits grains à l'intérieur et regorge de bienfaits, c'est notre aliment de la semaine. Au travail, vous vous ennuyez, et si la solution passait par une formation? Notre femme inspirante de cette semaine est une hyperactive du bénévolat et du développement social. Start-up, incubateur, élève étudiant, elle accompagne presque tout et tout le monde. Et pour finir, le rendez-vous santé consacré aujourd'hui au quotidien des malades de Crohn. C'est notre sommaire d'aujourd'hui. Bienvenue dans On se dit tout. Très bon samedi à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être avec nous sur Médien TV dans 11 Dito et merci à toutes ces belles femmes qui ont accepté l'invitation de l'émission. Je commence par vous, Mouna Srli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, vous êtes coach des dirigeants et professeur de leadership et DG de Coach to Win. C'est bien dit, c'est ça? Exactement, absolument. Oui, tout à fait. Sarah Oudriri, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gastro-entérologue. Et à vos côtés, notre femme inspirante de cette semaine, Nawal Bekri. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Mesdames, c'est un plaisir de vous avoir. Véritablement un plaisir de vous recevoir. On a 52 minutes plus ou moins à passer ensemble pour parler de chiffres techniques d'émission. Alors, pas mal de sujets. Avec vous, justement, Mouna Srli, on va parler de l'ennui au travail. Et vous avez pensé à une solution pour nos téléspectateurs. Selon vous, eh bien, la solution, ça pourrait être également la formation. Sarah Oudriri, avec vous, on va parler du quotidien, de l'hygiène de vie des personnes atteintes de la maladie de Crohn. Et Nawal Bekri, vous allez nous raconter votre parcours de bénévole. Vous êtes véritablement une hyperactive du bénévolat. Vous avez un petit peu tout fait. Vous continuez, 18 ans de carrière presque dans le bénévolat. On va discuter de tout cela avec vous dans quelques instants. Mais avant, on va parler de notre première star d'aujourd'hui. C'est l'aliment de la semaine. Et aujourd'hui, l'équipe a choisi de vous révéler les secrets et les bienfaits de la grenade. On regarde. Originaire d'Asie occidentale, la grenade est le fruit du grenadier. C'est l'un des plus anciens fruits connus et elle est récoltée depuis des siècles dans le bassin méditerranéen de septembre à janvier. La grenade contient des centaines de baies comestibles appelées arilles, qui sont riches en fibres et en composés végétaux bioactifs. Bien pourvue en vitamines C et K, la grenade booste également les performances des sportifs car elle réduit la fatigue. La grenade constitue une bonne source de minéraux tels que les folates, le potassium, le calcium et bien d'autres. Elles contiennent également deux substances fortement antioxydantes. Les punicalagines que l'on retrouve dans l'écorce du fruit sont si puissantes que le jus de grenade présente 3 fois l'activité antioxydante du thé vert. Quant à l'acide punique, il constitue le principal acide gras dans les arilles. Les acides gras dits polyinsaturés jouent un rôle très important contre les maladies cardiovasculaires et autres problèmes cardiaques. Mais alors, comment faut-il consommer la grenade? Même si les graines de grenade renferment d'énormes propriétés bénéfiques, le jus en contient davantage. Ainsi, la consommation sous forme de jus est donc recommandée car la peau de la grenade est concentrée en antioxydants et la pulpe particulièrement désaltérante. Au final, la grenade, c'est vraiment de la bombe. Et pour une fois, c'est une jolie bombe, justement. La grenade, mesdames, Nawal Bekri, c'est un bon antioxydant pour vous, vous y pensez en saison? Oui, j'en consomme avec mes enfants aussi. Pas forcément en jus, mais on la mange, je dirais, sous son format naturel. Mais là, à travers le reportage, je vais revoir un peu le mode de consommation de la grenade. D'autant plus que c'est apparemment 3 fois plus puissant que le thé vert. Tout à fait, c'est ce que je viens de noter, merci. C'est extraordinaire comme information. Merci l'équipe. Mouna Srli, vous aimez pas grenade? La grenade, en fait, je sais que tous les fruits, les fruits qui sont rouges comme ça, ce sont d'excellents antioxydants. Donc, vous en consommez? Oui, en vous jus, c'est parfait. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir d'excellents fruits au Maroc, naturels et bio. Franchement, il faut en profiter. Absolument. Qu'en pense la gastro, Sarah Oudriri? Oui, la grenade, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets pour le corps. Et puis, même en entrée aussi, c'est très bon. C'est vrai, absolument. Ouais, en entrée, saupoudrer les graines sur une salade. Voilà. C'est très, très bon. C'est bon. Et l'écorce, c'est très bien aussi. Elle est bien, et même pour l'estomac. Elle a des propriétés astringentes. Donc, Alors, c'est vrai que parfois, les recettes de grand-mère
sont en concordance scientifique avec les recommandations des spécialistes. Et on a souvent entendu dire qu'une tisane à base d'écorce de grenade, c'est efficace pour l'estomac, ça tapisse l'estomac. Tout à fait, Donc, parce que ça a des propriétés astringentes, tout à fait. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas. On en a pris à travers l'animation, mais également à l'instant avec vous, docteur. Mesdames, encore une fois, merci d'être là. On va passer au cœur de l'émission. Le samedi, on parle de problématiques du boulot, entre autres, et on en parle avec vous aujourd'hui. Mona Sqali, coach des dirigeants et professeur de leadership et DG de Coach to Win. Tout de suite. Alors, l'ennui au travail, apparemment, une véritable problématique. Et je suis tombée en préparant cette émission sur cette information. Selon une étude anglaise intitulée « Bored to Death », un salarié qui s'ennuie au travail présente un risque 2 fois plus important de faire un AVC. Comme quoi, la problématique est véritablement sanitaire aussi et dangereuse. S'ennuyer au travail, elle a une solution pour nous. Elle a pensé à la formation pour résoudre la problématique. Merci beaucoup, Mona Sqali, d'être là pour nous en parler. On va échanger autour de ça dans quelques instants. Vous en pensez quoi aussi de l'histoire de l'AVC? On va en parler également. Mais juste avant, un petit sujet réalisé par la rédaction. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que la personne s'ennuie au travail. Ça concerne l'environnement diallo, que ce soit dans le travail ou là chez lui. Des fois, si on est dans un poste qui fait que ça ne nous intéresse pas vraiment, c'est juste pour le salaire ou l'adara, on s'ennuie vraiment. Mais quand on est passionné par notre travail, on ne sent même pas le temps qui passe. Bien sûr qu'on peut s'ennuyer au travail. Les causes peuvent être diverses, notamment le style de management, le manque de motivation, le manque d'ambition. Sérieusement, l'ennui au travail, je ne connais pas. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est vrai que quelque part, je m'estime heureux et très chanceux d'avoir un métier que j'adore, qui me passionne. Donc effectivement, je ne connais pas l'ennui au travail. J'adore me réveiller le matin pour aller au travail. Et voilà, donc pour résumer, l'ennui au travail, je ne connais pas. Alors, sans trop rentrer dans les causes, peut-être parler directement des solutions, mais un petit aperçu également de ces causes. Avant d'y arriver, vous pensez quoi de cette étude anglaise qui dit que l'ennui au travail serait plus dangereux ou pourrait carrément créer un AVC? Écoutez, de toutes les façons, l'étude est ce qu'elle est. Elle a été faite, elle a été réalisée sur un échantillon important. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est quand même qu'il y ait une prise de conscience. Comme quoi, l'ennui au travail, c'est pas forcément anodin. C'est quand même à la source. En fait, c'est à l'origine de souffrance au travail. Absolument. Voilà. Donc, au même titre que l'épuisement dû à trop de travail, le fait justement d'être en sous-charge de travail entraîne quand même de la fatigue, une baisse d'estime de soi, une baisse également, une absence d'identité professionnelle. Et in fine, quand il y a trop de temps, les gens consomment plus de cigarettes, il y a trop de pauses café et parfois tombent même dans l'alcoolisme. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est une hygiène de vie qui est complètement au ralenti et c'est ce qui peut aussi expliquer qu'à l'origine, c'est à l'origine d'un AVC. Un AVC, absolument. Voilà, donc, c'est absolument pas anodin. Ok. Alors, pour vous en tant que spécialiste, bien sûr, s'ennuyer au travail, c'est ne pas avoir suffisamment de travail ou ne pas aimer ce qu'on fait, même si on a beaucoup de travail. Voilà, alors de toutes les façons, quand on parle de bore-out, l'essentiel c'est que cet ennui, justement, cet ennui, comme on dit mourir d'ennui, le manque de travail parfois entraîne justement mourir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un problème. Et à l'origine, il peut y avoir beaucoup de choses. Tout d'abord, vous avez une personne qui est complètement désengagée. Il y a un manque de motivation. Ça peut être dû au job lui-même, ça peut juste être un job alimentaire où les gens, au début, ils sont contents, ils ont une largesse de temps, mais au fur et à mesure, ils sentent que finalement, ils se sentent inutiles. Voilà, d'une part. Donc ça peut être à l'origine une démotivation, carrément. Mais sinon, il peut y avoir au départ, c'est-à-dire une personne qui a accepté un job parce qu'elle avait vraiment besoin de travailler, mais qui peut-être a suivi une formation pour laquelle, au départ, elle n'était pas prête ou elle n'était pas faite pour. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper et de... Mais comment faire la différence, entre ennui et démotivation? Parce que quand on vous entend, on a l'impression que c'est plus une question de démotivation que d'ennui. Ah non, parce que l'ennui, lorsqu'on parle d'ennui, on parle souvent d'inaction. Je m'ennuie parce que je n'ai rien à faire. Un enfant s'ennuie parce qu'il ne peut pas jouer.
un professionnel, un salarié qui s'ennuie, ça veut dire quoi? Alors, un salarié qui s'ennuie, il peut y avoir beaucoup de causes. La première, bien sûr, il est démotivé. La deuxième, elle n'est pas des moindres. Ça veut dire, c'est comme une sorte de... On placardise, en fait, le collaborateur. Avant, bon, il avait de quoi s'occuper pendant 8 heures. Et là, au fur et à mesure, il se retrouve avec une rotation, bon, finalement, une charge de travail qui va maximum toucher 1 heure dans la journée. C'est ça. Donc, c'est rien à faire. Rien à faire. Okay. C'est vraiment rien à faire. Et ça, c'est vraiment... voilà, il y a... Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? La personne, quand elle s'ennuie au travail, en fait, elle ne se retrouve plus. Et donc, elle est fatiguée, il y a un manque d'énergie. Et ça, forcément, bon, ça crée des maladies. Absolument. Ça crée des maladies. Absolument. Absolument, comme quoi l'étude a son expertise du terrain également. Mounes Khalil, vous êtes coach des dirigeants, professeur de leadership. Ça veut dire que vous accompagnez les personnes en souffrance avec cette problématique d'ennui au travail? Absolument. En tout cas, la personne qui s'ennuie au travail, il y a 2 paramètres. Il y a le manager au niveau de l'entreprise qui va appeler justement l'entreprise coach to win, qui va dire voilà, il y a un problème au niveau de l'équipe. Il y a quelqu'un qui fait partie de l'équipe, mais qui démotive tout le monde parce que cette personne là, bon, on n'est plus engagé, on a beau essayer de lui proposer des missions, voilà, il y a quand même un ralentissement. Donc, ou sinon la personne qui vient d'elle-même. Voilà, mais il ne faut pas oublier que, en fait, c'est qu'il y a une baisse de la productivité. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Ouais, voilà. Alors, vous dites, il faut penser aux formations quand on s'ennuie au travail, c'est-à-dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, justement, une personne qui s'ennuie au travail, il y a 2 choses. Soit l'entreprise a envie de se débarrasser d'elle. Voilà, donc ça c'est une option qui fait qu'il y a une sous-charge de travail, mais l'autre paramètre aussi, quand il y a un ennui comme ça au travail, c'est que peut-être le job qu'on fait depuis 10 ans n'est plus adapté, parce que forcément les gens évoluent, et on dit bien qui n'avance pas recule. Donc parfois, parce que nous on change tous, je veux dire à un moment on se retrouve à un stade où on se dit, finalement j'ai fait un peu le tour, et donc ça ne m'intéresse plus. Donc c'est l'occasion au contraire, quand on est dans cette phase-là où on se sent un peu étriqué, un peu à l'étroit, de penser justement à faire une formation, à faire diverses formations, et vous avez beaucoup en fait de structures adaptées justement à des formations après le travail ou le week-end. La formation, qu'est-ce que ça apporte? D'abord, c'est un excellent retour sur investissement. On regagne un peu cette confiance en soi. Ça nous permet également, c'est de la valeur ajoutée pour la personne. Il peut y avoir aussi une entente entre le manager et le collaborateur pour le financement justement de cette formation qui va permettre quoi? Une mobilité interne, par exemple. Le plus grand problème, c'est le financement, justement. Eh bien, justement, mais je pense qu'il n'y a pas... je veux dire, le budget, quand c'est pour aller mieux, c'est l'essentiel. Parce que quand on est mal, quand il y a quand même une souffrance au travail, ça peut coûter très cher en termes de maladie. Donc on peut anticiper avec justement un management aussi qui est à l'écoute des employés, repenser, remettre en fait le salarié, disons l'être humain au centre de l'entreprise. C'est vraiment être soucieux, être proche de ses besoins, de sa motivation pour avoir de la productivité de développer aussi le teamwork, également améliorer la cohésion d'équipe. Et ça, c'est le rôle en fait du coach. Donc au sein de l'entreprise. Absolument. Mais la problématique ne touche pas uniquement l'entreprise, parce qu'on parle souvent d'ennui au travail uniquement dans le monde de l'entreprise, mais il y a plusieurs types de professions. Je pense par exemple à vous, Dr Oudreri. Vous êtes gastro-entérologue, vous avez une profession libérale. Est-ce que la problématique de l'ennui au travail touche aussi votre domaine? Ce n'est pas uniquement l'entreprise peut-être? Bon, je vais parler à titre particulier. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, on n'a pas l'impression de travailler. Effectivement. Donc, mais je vous rejoins, effectivement, pour les formations, nous, c'est quelque chose qui est presque obligatoire parce que si on ne se met pas à jour, au bout de 3 mois, les choses changent, les informations changent. Donc, effectivement, nous, on est forcés, entre guillemets, de faire des formations en continu, de toujours se mettre à jour, effectivement. Mais dans votre domaine médical, c'est bien organisé à travers les congrès, à travers les laboratoires aussi qui organisent des événements? Tout à fait, c'est programmé au niveau annuel les congrès, mais les formations, on peut les faire à titre personnel. On s'inscrit à une formation spécialisée, on se sous-spécialise souvent, donc on s'hyper spécialise plutôt, et effectivement, on ne s'ennuie pas. Nawal Bekri, vous vous ennuyez au travail? Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est quoi votre secret? Au fait, il se trouve que mon parcours a fait que je ne me suis pas ennuyée une seconde, d'autant plus que 13 ans de ma carrière professionnelle, je l'ai passé dans du monde du secteur social, du secteur associatif. Et comme vient de le dire madame, c'est un secteur où
quand tu mets les pieds, c'est qu'il y a une cause qui te motive avant toute chose. Donc, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas forcément la carrière. Et donc, du coup, on ne s'ennuie pas quand on est dans le social, parce qu'on se donne, c'est du H24. Hein. On est toujours à l'écoute de la population cible cancer. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que c'est s'ennuyer au travail. Alors justement, est-ce que c'est une chance, Mona Sqli, de faire ce qu'on aime? Est-ce que c'est le meilleur antidote contre l'ennui au travail? Contre l'ennui au travail, déjà, choisir de faire ce travail parce qu'il y a une passion quelque part qui fait que tous les jours, on a envie d'y aller. Et surtout, en fait, cette motivation, on va aussi la communiquer à l'équipe. Donc c'est vraiment essentiel, quand on a un job, d'avoir choisi de le faire. Voilà. Sinon, carrément, au début, il y a par exemple des étudiants qui me disent, écoutez, madame, moi, j'aime pas trop les stages qu'on me donne en entreprise. Quand je pars, finalement, on me donne rien à faire. Je dis, au contraire, c'est l'occasion d'apprendre, d'être à l'écoute. Et comme ça, en fait, vous allez repartir avec un bagage de plus, ça permet aussi de réseauter. Et donc, c'est pas que l'ennui, en fait, il est là, et que les personnes se laissent emmurer un peu dans cet état de fait. Au contraire, il faut vraiment réagir et être à l'écoute de soi et surtout s'écouter. Qu'est-ce qu'on aime et surtout qu'est-ce qu'on n'aime pas. Mais est-ce qu'on a toujours le luxe de pouvoir le faire? Écoutez, justement, aujourd'hui, il y a quand même il y a beaucoup de choix. Aujourd'hui, c'est important de savoir qui on est et de savoir aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ça permet d'abord d'être mieux avec soi-même et donc si on est bien avec soi-même, ça permet aussi d'être mieux avec les autres. Mais c'est vrai que ça fait du bien de vous entendre dire ça. Et c'est vrai que c'est de jolies phrases de dire il est important de se connaître, de s'écouter, mais on a un quotidien. On a une vie à côté qui ne nous permet pas tout le temps d'aller vers ça, de se permettre le luxe, de s'ennuyer, de se dire je m'ennuie et je veux changer de cap. Ok, en tout cas, moi je vais vous donner un exemple très très simple. Imaginez un manager au sein d'une entreprise qui lui-même, en fait, n'est pas très motivé. L'impact est énorme parce que d'abord, il aura, en fait, en termes d'impact sur son équipe, il y aura un impact qui est négatif. La productivité aussi sera en berne. Donc, s'automotiver, c'est essentiel déjà. Développer son leadership, c'est essentiel pour pouvoir gérer une équipe, gérer du business. En fait, tout ça est imbriqué. Motivation, ennui, leadership, c'est un tout. Exactement. C'est pour ça que l'entreprise aujourd'hui fait appel justement au coach pour remotiver le manager qui va lui-même ensuite gérer... c'est une prise de conscience. Ouais, gérer le business. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs. On y va pour une première question sur nos réseaux sociaux. Ça dit « J'ai fait le tour de mon poste. Je m'ennuie profondément, je n'ose pas le dire, de peur d'être virée ». Est-ce que c'est une crainte récurrente? Bien sûr, c'est une crainte récurrente parce que quand même, on a besoin de garder ce travail. Mais je pense que c'est important aussi de faciliter au niveau de l'entreprise deux choses. De faciliter en fait la communication avec le collaborateur, qui reste quand même au centre de l'entreprise en tant qu'être humain, d'une part, et d'autre part, c'est aussi question d'image d'entreprise. Je pense que c'est important de garder aussi les talents, de savoir garder. Alors justement, ce collaborateur, il le dit comment? Il le dit, d'abord il exprime et ça se voit, donc souvent le RH remarque. Il y a parfois aussi une perturbation également de l'équipe, parce que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une certaine tristesse, bien sûr, ça va impacter aussi la productivité, mais également l'ambiance. Il faut un sacré sens de l'écoute de la part de ce responsable RH. Il faut qu'il soit impliqué dans le travail, parce qu'un RH s'occupe des ressources humaines, oui, mais il y a plusieurs départements, il y a plusieurs... direction, il n'est pas forcément en contact quotidien avec les salariés, tous les collaborateurs. Tout à fait. Moi, je citerai justement un exemple d'une très grande entreprise qui a fait appel justement pour une conférence sur le bien-être en entreprise et la productivité. Donc, je vais interagir avec eux. Leur besoin, c'est qu'ils ont à peu près 3000 employés et le souci qu'ils ont justement, c'est que les gens commencent à s'ennuyer. Donc, c'est vrai que la mobilité interne est une possibilité d'une part. D'autre part, ce qui est aussi essentiel maintenant, et les grandes écoles l'ont compris, on forme les masters aujourd'hui au leadership. Pour qu'ils ont déjà pratiquement en M2, ils ont déjà le pied en entreprise. Ça veut dire que déjà ils sont prêts. Ils savent que le collaborateur qu'ils vont avoir à gérer est déjà, en fait, il faut pas, en fait, voilà, d'abord il y a une image d'entreprise, mais également il faut qu'ils sachent qu'il y a un savoir-être qui est essentiel pour que la productivité soit au rendez-vous. Eh bien, merci beaucoup, Mona Sqli, coach des dirigeants, professeur de leadership, DG de Coach to Win. Alors, ne plus s'ennuyer au travail, c'est possible. Pourquoi ne pas penser à la formation professionnelle? C'est ce que nous avons discuté, mais aussi à différentes formations, vous l'avez dit, former les jeunes le plus tôt possible au leadership, parce que c'est de bons outils qu'on va leur donner pour
plus tard, une fois qu'ils seront dans le monde de l'entreprise. On reste ensemble, mesdames? Ça vous va, cette matinée ensemble? OK. On a encore pas mal de choses à discuter ensemble. On va parler de maladie de Crohn. On va rencontrer notre femme inspirante de la semaine, Nawal Bekri, mais juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Vous êtes avec nous sur Média TV, vous arrivez à temps pour notre deuxième partie d'émission. C'est un plaisir de vous accompagner ce matin et je suis très heureuse d'être entourée de toutes ces femmes compétentes avec beaucoup de choses à dire et beaucoup d'éléments et d'informations à vous apporter. L'ennui au travail, on en a parlé juste avant la pause et surtout de la solution. Pensez à la formation professionnelle, nous en avons parlé avec vous. Mona Sqli, dans quelques instants, on vous retrouve Sarah Oudreri pour faire le point sur la maladie de Crohn et surtout sur l'hygiène de vie au quotidien, le quotidien des malades. Vous êtes gastro-entérologue. Et pour l'heure, Nawal Bekri, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de revenir au plateau. Vous êtes notre femme inspirante de la semaine. Merci. Et vous avez raison de préciser que vous revenez. En fait, vous êtes venue la première fois en tant qu'experte pour partager autour d'une thématique. C'était, si je me rappelle bien, autour des jeunes. Tout à fait. Absolument. Mais en creusant, on a découvert une belle pierre derrière. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui avec nous pour partager votre expérience, votre vécu, votre cheminement avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Vous êtes notre femme inspirante, vous êtes consultante formatrice en développement social, spécialiste employabilité et entrepreneuriat social. Et cela fait 18 ans que vous êtes dans le bénévolat. C'est presque une carrière que vous avez construite en parallèle. En parallèle. Absolument. D'abord, un petit reportage réalisé chez vous. Je suis Nawal Bekri. En 2003, j'ai intégré le monde associatif où j'étais déléguée directrice de l'Association des femmes entrepreneurs du Maroc. En 2011, j'ai occupé la fonction de directrice des opérations au sein d'une fondation américaine Education for Employment. Et depuis janvier 2016, je suis consultante, formatrice en développement social. Mon quotidien, disons qu'il est dispatché sur plusieurs populations cibles. Je travaille avec des jeunes, dans le sens où je les aide à améliorer leur employabilité dans le cadre de programmes d'intégration professionnelle. J'aide aussi les jeunes à amorcer, à développer leur start-up dans le cadre de partenariats d'incubation. J'aide aussi des femmes micro-entrepreneurs qui souhaitent développer des activités génératrices de revenus ou qui souhaitent développer, je dirais, leur business. Et j'aide aussi le secteur associatif à développer un peu sa méthode de gestion, dans le sens où ça fait 14 ans que je travaille dans le secteur associatif. Ce qui me motive, c'est que j'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens de différentes catégories, de différentes couches sociales. J'apprends d'eux, j'apprends de leur expérience, j'apprends de leurs échecs, de leurs réussites, et j'apprends aussi à déployer des outils d'aide ou, je dirais, d'accompagnement de ces populations. Dans les prochaines années, j'aimerais déjà capitaliser sur mon expérience, développer les concepts sur lesquels je travaille déjà. J'aimerais aussi, je dirais, m'ouvrir vers d'autres populations cibles. Et là, je citerai les jeunes toujours, qui n'ont pas eu l'occasion d'intégrer, je dirais, l'école, qui n'ont pas eu cette chance d'apprendre, de voir la vie autrement. Donc j'aimerais vraiment développer des concepts novateurs pour pouvoir les aider aussi à avoir, donc, je dirais, une opportunité et d'être épanouis au niveau social, mais aussi au niveau économique dans le futur. Mon message en tant que colibri, c'est que j'aimerais qu'on soit nombreux à faire notre part des choses. Je puise ce que je suis en train de dire de l'anecdote du colibri qui est en train d'éteindre le feu avec son petit bec et qui, quelque part, il est satisfait parce qu'il a fait sa part des choses. Donc si on est nombreux, on est tous des colibris, on pourra faire vraiment de notre futur un monde meilleur. Nawal Bekri, c'est quoi cette histoire de colibri? Ah oui, je reviens au plateau aujourd'hui avec la casquette de colibri, parce que l'anecdote du colibri qui a fait sa part des choses, il a vu le feu qui est en train de prendre au niveau de la forêt. Et on connaît le colibri, je dirais, c'est un oiseau qui est miraculé, qui est extraordinaire, tout petit avec son petit bec, qui est en train de récupérer un peu d'eau pour aller essayer d'éteindre le feu. Et donc tous les autres animaux, insectes et toute la faune de la forêt est en train de rigoler pour lui dire qu'est-ce qu'il peut faire avec ses petits moyens. Donc nous, je dirais, on est, disons, une confrérie de colibris. On est des acteurs du monde du social parce qu'on se dit que c'est notre part, c'est le give back, c'est ce qu'on peut, je dirais, donner un retour à cette communauté, à cette société, et qu'on devrait être un peu plus nombreux pour pouvoir un peu arranger les choses. Alors, notre petit colibri est avec nous, c'est vous, Nawal Bekri, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Alors, vous êtes une hyperactive du bénévolat. Lorsqu'on a échangé pour préparer l'interview, vous avez cité plus de 18 ans dans le bénévolat, mais en même temps,
vous avez aussi structuré en quelque sorte le bénévolat pour en faire votre métier. Donc Nawal Bekri est sur deux fronts. Le front de l'accompagnement, et là c'est payant, et le front du bénévolat. Est-ce qu'en fait vous faites payer ceux qui peuvent et vous aidez bénévolement les plus nécessiteux? C'est comme ça votre équilibre? La vérité, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de quota ou de proportion. Bien sûr, mais il faut vivre aussi, il faut un métier, il faut vivre. Disons que j'ai atterri dans la marmite un peu comme Obélix du bénévolat depuis plus de 18 ans, étant jeune. Mais après, il se trouve que j'ai fait 13 ans de ma carrière dans le monde associatif. Et on sait très bien que dans le monde associatif, quand on travaille, mais on n'est pas, on n'est pas très gourmand au niveau salaire. On ne veut pas vraiment. Alors on est gourmand par rapport à quoi dans le monde associatif? Qu'est-ce qui nourrit? Ce qui nourrit, c'est le regard de la population que tu cibles, que ce soit les jeunes, les femmes, les nécessiteux en général. C'est ce regard brillant, c'est l'art d'Alik, c'est merci beaucoup, c'est ça ce qui te nourrit. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a beaucoup d'entreprises qui poussent leurs collaborateurs vers ce mode de bénévolat pour pouvoir un peu trouver cet équilibre professionnel, personnel, parce qu'aujourd'hui, on prend conscience que tout n'est pas dans le professionnel et quelque part, le sens n'y est pas. Et donc, moi, ça fait plus de 13 ans que je fais de l'associatif et donc, du coup, le bénévolat s'est développé, s'est structuré, vrai, certes, mais à côté, je fais toujours ce que je faisais. Donc, et même dans le bénévolat, aujourd'hui, je ne suis pas dans le bénévolat caritatif qu'on connaît, on peut donner des denrées alimentaires ou du numéraire, ça, on le fait discrètement. Là, je fais un mode de bénévolat de connaissance. Donc c'est un mode de bénévolat qui a une finalité. C'est-à-dire que quand je pars pour aider, c'est forcément dans des formations, de l'accompagnement, de l'écoute. Je fais beaucoup de mentorat aussi. Et donc ça, je sais les jeunes, les étudiants, les collégiens, les lycéens. Et ça démarre depuis le collège. C'est ça. Vous les aidez comment, par exemple? Alors, par exemple, je suis bénévole dans une ONG internationale et je pars pour un peu éveiller l'esprit entrepreneurial chez des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans. C'est des conférences? Non. C'est vraiment un cursus de bout en bout de 18 heures. Donc j'y vais 6 fois 3 heures pour pouvoir un peu éveiller cet esprit entrepreneurial, pour les préparer aux autres programmes qui vont venir dans le futur. Donc l'idée, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, ils ont de belles idées, ils sont éveillés, ils sont un peu plus, je dirais, conscients de ce qui les entoure. Et bien l'idée, c'est un peu de les titiller sur ce volet-là et de leur dire que demain, si vous avez un petit projet, il faut juste... Alors, les plus âgés que vous avez accompagnés, ils ont quel âge aujourd'hui? On parle de 57 ans, on parle de 58 ans. Ce sont des femmes qui Non, mais je parle de ceux que vous avez accompagnés à partir du collège, de l'école. Ils ont quel âge? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un retour de leur part? Est-ce qu'il y a des réussites que vous voyez? Pas forcément. On n'attend pas forcément qu'il y ait, parce qu'on n'attend pas forcément qu'il y ait création d'entreprise. On attend qu'il y ait un changement de mindset. Juste de ne pas attendre. Et ça, vous commencez à le constater? On le constate dans les rencontres, on les constate dans les discussions et on les constate quand on écoute ces gens qui nous disent à la fin, ben finalement, je pensais à ça, mais je ne pouvais pas en parler autour de moi parce que j'allais paraître comme un extraterrestre. Maintenant, quand vous le dites, madame, ça donne du sens. C'est que je peux aller percer dans ce chemin-là. Ça, c'est juste un exemple. Le second exemple, c'est que je suis aussi bénévole pour des jeunes qui sont en train de chercher dans le monde professionnel. Ce n'est pas évident, on le sait, on le dit, qu'il faut développer son réseau. C'est ça. Et donc, nous, bénévoles, je dirais mentors bénévoles, on les aide aussi à travers, on partage notre réseau, nos cartes visites pour dire où est-ce que tu peux donner le mieux et on passe un peu le message pour aider ces jeunes-là aussi, soit à trouver un premier job, soit ce sont des entrepreneurs qui doivent avoir un premier bon de commande. Ça aussi, c'est... Mais alors, je vais vous poser une question un peu plus intime, si vous le permettez. Vous êtes épouse, vous êtes maman de 2 enfants, vous avez un travail et puis vous êtes très investie dans le bénévolat. Comment vous faites? Comment on fait? Une journée fait 24 heures, elle démarre le matin, elle finit le soir. Comment vous faites pour être présente pour vos enfants, et être présente pour la société et travailler? Alors, quand j'étais salariée, ça a pris plusieurs années, je faisais du bénévolat le soir. Parce que j'ai depuis 1998 que je suis dans des ONG internationales. Forcément, le soir, les week-ends, des fois, on se prend des demi-journées parce qu'on est à la veille d'un événement ou d'une action sociale. Depuis 2016, donc, comme je l'ai expliqué, je suis consultante indépendante. Donc, du coup, là, j'arrive un peu à gérer mon timing. Et donc, j'équilibre, j'ai un agenda, je place un peu les rendez-vous, je place mes interventions, mais je place aussi... Parce qu'il ne faut pas oublier que le bénévolat, c'est un engagement. C'est ça. Ce n'est pas juste pour paraître, oui, je suis bénévole, oui, je suis là dans l'association et je suis là pour les photos et les vidéos. Mais quand je dis je signe,
C'est comme si je signais un engagement moral. Je suis bénévole parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 18 heures. Il faut boucler les 18 heures avec des livrables, avec des fiches de présence, avec tout ce qu'il faut. Et donc, je fais aussi l'allusion au monde associatif. Et là, il y a un piège dans lequel tombent beaucoup d'amis, c'est quand ils veulent créer une association, ils choisissent les personnes un peu juste par affinité, membres de la famille, des amis. Eh bien non, l'associatif, pour qu'il soit vraiment structuré, pour qu'il livre le résultat attendu, il faut des personnes engagées. La population qu'on veut, il faut que les personnes soient engagées. On ne peut pas être président, secrétaire général, trésorier général, ne pas venir ou faire juste de conseil d'administration à conseil d'administration. Quand on est sur le terrain, sur une action, on n'est pas là. Donc il faut vraiment dire, quand on est bénévole, c'est aussi une forme d'engagement. Maintenant, je fais un peu le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Madame la coach, c'est aussi une autre manière de ne pas s'ennuyer. C'est que peut-être qu'on pourrait faire de la formation professionnelle, mais on peut aussi faire du bénévolat pour trouver cet équilibre pro et perso. C'est important. Absolument. Vous en pensez quoi, Mona Srali ? Je pense que l'essentiel, c'est de trouver un sens à sa vie. C'est vraiment, voilà, c'est ça qui pousse à se lever le matin, avoir de l'énergie et transmettre justement cette énergie à l'autre. Donc, il y a un cercle vertueux qui, à l'origine, c'est que tout le monde a besoin d'une quête de sens. La quête de sens, elle est universelle. Il faut avoir un sens à ce qu'on fait. Il faut absolument qu'il y ait un sens. Est-ce qu'il y a du bénévolat dans la médecine également Oui, bien évidemment qu'il y a du bénévolat dans la médecine, que ce soit dans le quotidien ou même que ce soit organisé. Mais oui, effectivement, on fait du bénévolat à travers plusieurs actions. Il y a des actions qui sont organisées en termes de caravanes médicales, etc. Mais même dans notre quotidien, il nous arrive de faire du bénévolat et de faire des actions, comme vous le disiez, juste pour voir la petite lueur de joie dans les yeux du face. Voilà. Discrète, absolument. J'estime aussi que ce bénévolat, il est important. On est des femmes ici donc, autour du plateau. C'est que c'est important pour moi en tant que maman de continuer à faire du bénévolat parce que je passe beaucoup de messages à mes enfants. Parce que des fois, ils assistent avec moi, des fois, je fais exprès de leur montrer sur le téléphone des photos, des fois, je leur montre des articles et je fais avec eux des actions de bénévolat parce que pour moi, c'est important qu'on puisse inculquer cet esprit de bénévolat avec les enfants, de la citoyenneté. Reconnecte les enfants avec... C'est important, c'est important. Avec un véritable équilibre, en fait. Tout à fait, un équilibre, à croire en le futur, à s'enraciner un peu plus dans ce qui se passe dans le pays, à être aussi au courant des challenges qu'on est en train de rencontrer. Absolument. Et que rencontrent d'autres populations qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir dans notre couloir au quotidien. Au quotidien, absolument. Alors, Nawal Bakri, notre hyperactive du bénévolat, notre femme inspirante de cette semaine, des questions pour vous de la part de nos téléspectateurs sur nos réseaux sociaux. Nous avons, en quoi consiste votre travail en tant que spécialiste de l'employabilité ? Ça aussi, ça intéresse. Oui, alors j'ai, à travers des partenaires, je dirais, locaux et internationaux, nous aidons des jeunes à travers plusieurs ateliers qui sont soit orientés sur les techniques de recherche d'emploi, soit orientés sur les soft skills. Ça aussi, ce sont des sujets qu'on a vus, Yasmine, auparavant dans d'autres émissions, pour pouvoir un peu rendre ce jeune désirable par le marché de l'emploi, lui donner les bons outils pour pouvoir, je dirais, aller vers le marché de l'emploi. Et parmi les outils, j'aime bien, moi, faire le lien. Il y a toute la partie networking, réseautage, parce que des fois, il est un peu paumé, je dirais. Et deuxième outil, parce que je parle en connaissance de cause, on les incite beaucoup à aller dans le sens du bénévolat, dans l'associatif, parce que là, ils peuvent rencontrer leur potentiel employeur par la suite. Là, il n'y a pas beaucoup d'engagement. On a cette flat organisation, on n'a pas cette hiérarchie. Accéder au bénévolat, c'est gratuit. On y va juste avec ses compétences. On peut y aller de tout âge. C'est bon pour le petit, c'est bon pour le jeune chercheur d'emploi et c'est bon aussi pour une catégorie qu'on oublie, ce sont les seniors qui sortent des entreprises avec des années d'expertise et des fois, c'est malheureux pour une partie, on les trouve au café où ils sont et là, il y a l'ennui, voire même des maladies. Et là, on les alors c'est un potentiel. Aujourd'hui, on les voit très très bien en président d'associations, en expert auprès d'associations pour que ce transfert, pour que ce savoir-faire ne soit pas, je dirais qu'il n'est pas déperdition. Ils font de très bons présidents d'associations et l'association, elle continue à impacter les populations qu'elle vise. Alors, on y va pour notre deuxième question. Qu'est-ce que vous ne faites pas, mais que vous aimeriez faire, Nawal ? Eh bien, question très pertinente. Et alors, qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne fais pas aujourd'hui ? Déjà, je continuerai à faire ce que je fais. Maintenant,
Ce que je ne fais pas pour l'instant, faute de temps aussi, c'est peut-être d'aller voir d'autres populations dans d'autres régions. Aujourd'hui, j'ai la chance de bouger un peu dans quelques villes du royaume et là, j'ai la chance de connaître du monde, d'apprendre de leur expérience. Mais j'aimerais encore aller dans d'autres régions du royaume et voir est-ce que les outils qu'on développe pour l'accompagnement marchent toujours. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités auxquelles on n'a pas fait attention? Ça serait bien que donc, toujours du bénévolat, bien sûr. Pas forcément. Et puis, j'aimerais aussi aller vers d'autres populations cibles, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage, c'est d'aller vers la petite enfance un peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se font, et aller vers la population des migrants aujourd'hui, qui est un sujet vraiment d'actualité. Et qui en a besoin. Et il y a le besoin. Parfait. Nawal Bakri, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la rubrique Femmes inspirantes. Avec plaisir. Et Colibri, vous êtes nombreux disons Colibri auprès du centre où j'ai filmé le reportage, on est une confrérie de colibris, c'est-à-dire qu'on est plusieurs bénévoles, on est des mentors bénévoles auprès de... Il y a plus de femmes que d'hommes oui, il se trouve que oui. Et on est bénévoles de start-up et ils le méritent parce qu'ils ont 19 ans, ils ont 18 ans, ils veulent monter des start-up, ils trouvent des solutions à des problématiques sociales ou environnementales et ils méritent vraiment qu'on leur dédie du temps et de l'énergie. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. C'est un plaisir d'être avec vous. Mesdames, on continue l'émission ensemble. On va sur l'interview santé tout de suite. Sarah Oudriri, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes gastro-entérologue et le point avec vous sur la maladie de Crohn, plus particulièrement le quotidien des patients atteints de maladie de Crohn. Notre interview santé. Docteur Oudriri Sarah, vous êtes gastro-entérologue à Rabat. Alors, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire, auto-immune, qui implique un quotidien, une gestion des crises dépoussée. On va en parler avec vous juste après ce sujet réalisé par notre équipe. La maladie de Crohn est une pathologie chronique inflammatoire de l'intestin, peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Les principaux symptômes qu'on rencontre dans cette maladie sont essentiellement de deux ordres. Un, la douleur abdominale qui est toujours présente en cas de maladie de Crohn. Et enfin, un trouble du transit qui est essentiellement de la diarrhée, c'est-à-dire une accélération du transit avec des selles liquides et qui peuvent nettement handicaper le patient. Les tranches d'âge que touche cette maladie sont essentiellement des tranches d'âge jeunes. L'enfant et surtout l'adolescent jeune jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous avons les facteurs génétiques héréditaires, il y a aussi le facteur environnemental et on sait que la maladie de Crohn survient dans les pays industrialisés. Une cause qui a été bien démontrée, et là on en est sûr, c'est le tabac. On sait que le tabac peut déclencher la maladie de Crohn, il peut l'aggraver, c'est pour ça qu'on exige des malades d'arrêter de fumer. Grâce à la panoplie de traitements dont nous disposons, nous arrivons maintenant à assurer une bonne qualité de vie aux patients qui ont une maladie de Crohn. Alors, on retourne sur le plateau avec vous, docteur Sarah Oudriri. Vous êtes gastro-entérologue, même nom de famille, mais aucun lien de parentalité. Non. Non, ok. Alors, en fait, c'est une maladie qui est assez particulière. C'est une maladie auto-immune, c'est une maladie inflammatoire qui touche le système digestif, mais qui a une manifestation ou plusieurs manifestations assez transversales. Il y a de la fatigue. Il y a des douleurs. Ce n'est pas forcément lié à l'appareil digestif. Il y a des problèmes cutanés. C'est ça. Et il y a plusieurs choses. Alors, pourquoi on atterrit chez le gastro ? Alors, justement, les patients viennent chez le gastro au bout de plusieurs années de plaintes parce qu'au départ, c'est difficile de poser le diagnostic. Justement, les plaintes sont récurrentes, elles sont là, ça ne disparaît jamais. Ça peut toucher, comme on l'a bien dit tout à l'heure, plusieurs organes, mais très principalement le système digestif. Donc, le patient vient parce qu'il a mal et qu'il n'a toujours pas trouvé une solution à ses douleurs ou aux manifestations qu'il présente de manière chronique la plupart du temps. Absolument. Donc, ils arrivent chez vous au bout de combien de temps, d'années d'errance médicale ? La plupart des patients viennent pour des plaintes qui sont là depuis des années. Depuis 2-3 ans, ils ont des plaintes récurrentes et puis ils ne savent toujours pas ce qui se passe. Okay. Sauf quand le patient vient dans le cadre d'une complication, et donc là, il vient dans le cadre d'une urgence,
Et là, le diagnostic se pose dans l'urgence, si vous voulez, mais très principalement, les gens sont là pour des plaintes qui sont là depuis plusieurs années. Alors, étant donné que c'est en rapport avec le système digestif, on se dit que c'est forcément en rapport avec l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est responsable de la maladie ou est responsable des poussées? Non. Il n'y a aucune preuve actuellement lourde comme quoi l'alimentation peut provoquer une poussée ou peut provoquer la maladie. Ce qui se passe, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une prédisposition génétique. Donc, il y a des gènes qui prédisposent à la maladie et il y a des facteurs qui font que cette maladie se déclenche à un moment ou à un autre de la vie. Tout à l'heure, on l'a dit, en général, ce sont des personnes d'âge jeune, mais ça peut toucher aussi les sujets âgés. Okay. Il y a des patients qui ont 50, 60 ans et chez qui la maladie se déclare. Donc, les principales hypothèses, parce que ça reste des hypothèses, qui font que la maladie se déclenche, il y a des hypothèses qui parlent d'une intoxication alimentaire sévère qui a déséquilibré la flore intestinale. Et qui dégénère. Et qui fait que la maladie se déclenche. D'autres, suite à une prise prolongée de certains types d'antibiotiques, les tétracyclines, etc. Mais ça reste que des hypothèses. Pour le moment, on ne sait pas ce qui déclenche l'apparition de la maladie. Maintenant, la maladie, lorsqu'elle est là, il faut gérer les crises. Il faut gérer les poussées. Alors, comment on gère? Et surtout, les poussées, c'est souvent beaucoup de douleurs, diarrhée, vomissements. Est-ce qu'on gère ces diarrhées et ces vomissements? Comment gérer ce genre de problème en temps normal? C'est-à-dire, on va enlever les aliments responsables, les aliments qui peuvent perturber encore plus le système digestif? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie inflammatoire et que les manifestations dont vous parlez tout à l'heure, ce sont les manifestations d'une inflammation. Donc nous, notre rôle, ça va être de calmer cette inflammation au moment, parce que c'est une maladie qui se manifeste par des poussées et puis ensuite, il y a des phases de rémission. Donc on n'est pas toujours malade? Non, on n'est pas toujours malade. Notre rôle, c'est de calmer cette poussée. Et pour calmer cette poussée, on a des médicaments qui font qu'on va calmer cette inflammation. Mais aussi, on a d'autres médicaments qui vont servir au fait que la maladie ne réapparaisse pas et pour qu'on maintienne une rémission. Donc, on va traiter la maladie, on va traiter la cause. En fait, on va traiter l'inflammation. Et puis, une fois qu'on aura traité l'inflammation, les manifestations automatiquement vont disparaître. La douleur disparaîtra, la diarrhée disparaîtra et les autres manifestations disparaîtront. Alors, c'est un accompagnement thérapeutique à vie, c'est-à-dire que le malade doit prendre ses médicaments toujours? Le suivi se fait à vie, oui. Dans certains cas, on arrive à une abstention thérapeutique, mais en général, les patients prennent un traitement qu'on appelle un traitement de fond. De la même manière que pour l'asthme, il y a des médicaments qu'on prend au moment de la crise et d'autres qu'on fait pour éviter la crise. Pour la maladie de Crohn, on a des médicaments pour la crise et on a des médicaments pour éviter la crise. Donc en général, c'est des médicaments qui se prennent sur le long terme, oui. Ok, mais lorsque vous entendez dire que avec la crise ou pour éviter la poussée, il faut privilégier une certaine alimentation par rapport à une autre, pour vous en tant que gastro, c'est quoi? C'est du charlatanisme? Non, en fait, les seuls aliments qu'il faut éviter, c'est quand le patient est en crise. Et donc, quand il est en crise douloureuse, il faut éviter les aliments riches en fibres, tout simplement, pour diminuer le volume des selles et automatiquement diminuer les douleurs. Mais en dehors de la crise, il n'y a pas d'aliments à enlever de manière définitive. Il ne faut pas, sauf si la personne remarque par elle-même qu'il y a un aliment qui ne lui convient pas. À ce moment-là, elle va l'éviter. Mais ce n'est pas parce qu'elle a la maladie de Crohn qu'elle va éviter cet aliment. Parfait. Donc, une autre question, vos patients, ceux qui sont actifs, et on va dire, même quand on parle de personnes non actives, même une femme au foyer est active, elle a des enfants, elle a une maison, etc. Quand on a une poussée et qu'on doit travailler, est-ce que c'est possible? Ou quand on a une poussée, il faut rester à la maison? Et ça dure combien de temps en général? Alors, pour les poussées, il y a différents types de poussées. Elles peuvent être minimes, modérées, à graves. Surtout par rapport à la fatigue, des vomissements, voilà. etc. Alors oui, donc si la poussée est grave, des fois ça nécessite une hospitalisation. Complètement. Oui, complètement. Et puis un arrêt maladie, donc oui, il faut se reposer. Si la poussée est minime, à ce moment-là, on peut garder une activité habituelle, mais il faut vraiment savoir de quel degré de poussée il s'agit. Pour votre seconde question, c'était par rapport à l'intensité des poussées. Est-ce qu'on peut les prévoir? Non. Les poussées sont complètement imprévisibles. On ne peut pas les prévoir. Mais le but du traitement de fond, c'est qu'il n'y ait pas de poussée, justement. Alors, justement, Mona Skrli, vous avez déjà entendu parler de cette maladie qui reste quand même peu connue, puisque, on le disait tout à l'heure, parfois les patients mettent plusieurs années avant d'avoir leur diagnostic?
Oui, la maladie de Crohn, certainement, en fait, les patients souffrent et se taisent, ils se disent que c'est le stress, voilà. Mais je pense que souvent, après, quand ils commencent à aller chez le premier médecin, qui est un médecin généraliste, et c'est lui qui, au final, va orienter, parce qu'ils en ont marre de prendre des traitements qui ne servent pas. Donc, c'est ça. C'est ça. Nawal, un petit mot sur le sujet? C'est juste qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a un peu le net pour aller je veux dire, chercher de l'information, voire même chercher la solution par rapport à la problématique. Mais effectivement, aujourd'hui, moi aussi, je suis partisane des gens qui disent que quand il y a un petit souci, il vaudrait mieux prévenir que guérir. Et je suis étonnée d'écouter le docteur qui dit que des années et des années, je dirais, on traîne cette douleur et qu'on n'ait pas ce réflexe d'aller, chez le médecin. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce régime alimentaire, avec ce stress, avec tout ce, je dirais, ce rythme de vie qu'on mène, on a intérêt à s'écouter de plus en plus, à écouter notre corps et peut-être aller voir les médecins spécialistes quand il y a une alarme qui se déclenche. C'est ça, mais justement, ça me pousse à vous poser cette question. Pourquoi les gens mettent autant de temps à venir voir le gastro, puisque la douleur est là, et pourquoi on ne vient pas voir le spécialiste? Parce que le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments et qui a besoin de plusieurs bilans, qu'ils soient biologiques ou morphologiques, c'est-à-dire parfois on a besoin de passer des scanners, des coloscopies, des fibroscopies. Pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, et puis pour poser le diagnostic, parce que le diagnostic n'est pas un diagnostic qu'on pose dans la demi-heure qui suit la consultation. Donc on a besoin de plusieurs examens, on a besoin parfois de l'évolution, parce que la maladie parfois se déclare suite à l'évolution. On remarque que le patient ne guérit pas, on remarque, et donc après par exemple un épisode de gastro-entérite, voilà, ou alors on voit qu'il y a une diarrhée qui ne régresse pas, qu'elle est là depuis 3-4 semaines, ça ne régresse pas, donc là, il faut quand même se poser des questions et chercher la cause de la diarrhée. Ça, c'est pour le spécialiste. Mais pourquoi les patients mettent du temps à venir chez vous? Alors, il y a une errance, oui, effectivement, il y a une errance. Alors qu'on a mal au ventre, on va voir le gastro, c'est logique. Oui, bon, on peut aller voir son médecin généraliste également, qui sera orienté et qui aura un signal d'alarme et qui va envoyer vers le spécialiste. Mais parfois, je vous disais même qu'en tant que spécialiste, il y a besoin de temps pour poser le diagnostic parce qu'on a besoin de faire beaucoup d'examens. Parfait. Alors, on a des questions pour vous de la part de nos téléspectateurs. On a cette question qui dit, n'est-ce pas une maladie principalement d'origine psychologique ? La maladie de Crohn? Non, absolument pas. Ce n'est pas une maladie psychologique du tout. Ça ne correspond pas du tout au côlon irritable ou à la colopathie fonctionnelle dont on entend souvent parler. C'est une maladie qui a des critères diagnostiques et qui n'est pas simplement psychologique. D'ailleurs, les traitements qu'on donne, ce ne sont pas des médicaments pour apaiser l'âme ou l'esprit, ce sont des médicaments qui apaisent l'organe. Donc non, ça n'a rien à voir. Et on apaise l'âme et l'esprit également ou pas? Oui, automatiquement, bien sûr, quand la personne se sent mieux et son âme aussi se sent mieux. C'est ça, mais on ne donne pas de médicaments Non, ce sont des médicaments, ce sont des anti-inflammatoires typiques qui agissent au niveau du système digestif et qui calment la maladie. Parfait. Dernière question, pas très agréable. Est-ce que l'on peut mourir de la maladie de Crohn? Oui, bien évidemment qu'on peut en mourir, mais la médecine est là, elle évolue, la prévention aussi est là. Et pour qu'on... Mais ce n'est pas une maladie fatale? Alors, il faut vraiment un suivi régulier, il faut une surveillance régulière, il faut se présenter chez son médecin dès que ça ne va pas. Parce que oui, des fois, il y a des complications qui peuvent être fatales, effectivement. Ça, c'est donc pour les complications donc dans le cas de l'urgence. Mais aussi, il faut savoir que la maladie de Crohn, on ne peut pas la laisser endormie sans surveillance parce qu'au bout de quelques années, il faut faire des coloscopies de dépistage parce que aussi, ça peut dégénérer en cancer du côlon. Donc, il faut une surveillance régulière et il faut au moindre signe d'alarme aller chez son médecin traitant. Ok, alors si on doit retenir, vous le dites, pour les personnes qui sont déjà malades, on peut bien vivre avec la maladie de Crohn, à condition d'être bien sûr bien suivi, de respecter la prise de médicaments par rapport à la prévention de la poussée et par rapport aux poussées lorsqu'elles s'opèrent. Mais en même temps, il y a aussi ce volet de l'errance médicale. Avant de venir chez le spécialiste, les patients vont voir plusieurs médecins. Signal d'alarme, qu'est-ce qui pourrait éveiller dans la conscience des téléspectateurs concernés que c'est éventuellement peut-être une maladie de Crohn? Allez voir le gastro. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le signal d'alarme, c'est le fait de ne pas répondre au traitement habituel. Quelqu'un qui a mal, qui prend un traitement habituel qu'on donne pour les douleurs banales et chez qui ça ne régresse pas, il faut se poser la question pourquoi.
Autre chose, certaines anomalies du bilan biologique, notamment une anémie, sans cause particulière, il faut se demander pourquoi la personne a une anémie. Je reçois très souvent des personnes qui ont une anémie et qui se contentent d'être supplémentées sans chercher la cause. Donc il faut quand même se poser les questions. Une anémie peut cacher une maladie de Crohn ? Tout à fait. Une anémie peut cacher une maladie de Crohn parce que l'intestin étant malade n'absorbe pas correctement les éléments nutritifs, entre autres le fer, et en découle une anémie. C'est la première option, ou alors il y a un saignement qui passe inaperçu mais qui est chronique et au fur et à mesure du temps, l'anémie s'installe. Mais on peut avoir une anémie sans rien avoir à côté. Rassurez-nous, docteur. Bien évidemment. Absolument. Mais voilà, ne pas sous-estimer. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. On a passé, j'espère, un bon samedi matin ensemble. Oui, c'est bon ? On revient ? On se retrouve à nouveau ? Parfait, merci. Mona Sqli, vous êtes coach des dirigeants, professeur de leadership. Nawal Bakri, notre femme inspirante. Et Sarah Oudri, gastro-entérologue. Merci beaucoup, mesdames. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Bien sûr, de Tanger à Kazan, passant par Rabat. Très bonne suite des programmes sur Média TV. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Au revoir.